Will you ask me why I wanna be a singer? That I couldn't find a reason to lie. I just wanna celebrate with my brothers, make a little bit of money on the side. If I can, I would love to make you smile, make you feel like the only one I have. Back in school when I was nothing but a dreamer, I kept writing down the songs on my mind, listening to the Beatles and the Stevie Wonder. I kept singing all the lyrics out loud. Older now, I would love to buy a house with a view on an endless ocean sky. But I keep on dreaming lonely, singing in the dark, putting all my mixed emotions anywhere I like. Ooh, I ain't got the time, I ain't got the nerves to feel this loneliness inside of me, so I'll just let it be. Ask me why I wanna be a singer, that I couldn't find a reason to lie. Though my granny wanted me to be a doctor, there ain't nothing else that I could have tried. If I may, I will write a song and see, show the world what it really means to me. That's what I'm going to do. This funny feeling, what else can I do? So I keep on dreaming lonely, singing in the dark. Alright, putting all my mixed emotions anywhere I like. Ooh, I ain't got the time, inside of me, so I'll just let it be alone. Bonjour Victor. Salut Léolo. Merci pour cette belle chanson, Singer, qui porte le même titre que ton album. Tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette chanson? Bah oui, avec plaisir. Alors en fait, Singer, c'est une chanson que j'ai écrite il y a 4 ans maintenant, qui est passée par plein de formes. C'est un petit peu ma chanson CV musicale, parce que je raconte en fait un petit peu qui je suis dans cette chanson, alors comme je peux avec mes mots en anglais, mais grosso modo je dis que j'ai envie de faire de la musique et que j'ai envie de rigoler avec mes amis, ce qui me semble pas mal comme projet de vie, et voilà quoi, je l'ai fait et je suis très heureux de la sortir maintenant parce que comme j'ai dit, elle m'a poursuivi. J'ai mis très longtemps à la terminer, elle a fait l'objet de beaucoup de versions différentes, donc j'étais très heureux de la chanter ici. Et qu'est-ce qui t'a fait bloquer la dernière de version? Comment j'ai pas le mot, quand on peut plus, parce que t'en as tellement fait que t'es en mode allez. C'était usé, ouais. Ouais, la flemme. Non, pas la flemme, mais j'en avais trop fait de versions. Je vais pas raconter toute l'histoire, ça va prendre des heures, déjà que je m'éternise beaucoup, mais ouais, au bout d'un moment, j'ai juste dit bon allez, c'est celle-ci, c'est pas une autre quoi. C'est un album très solaire en tout cas, où on peut reconnaître des inspirations comme les Beatles, Stevie Wonder. C'est des gens qui ont un peu parcouru ta culture musicale, j'imagine. Carrément, j'ai grandi avec les Beatles. Je pense qu'entre mes 0 et mes 20 ans, j'ai écouté que les Beatles, à tel point que je pense qu'il n'y avait pas d'autre musique pour moi. C'est assez bizarre, mais c'est vrai. Et après, j'ai découvert, plein d'autres artistes, Stevie Wonder, j'ai découvert le hard rock d'un côté, la pop de l'autre. Je suis resté toujours dans de la musique anglo-saxonne. Et voilà, quoi. C'est vrai que moi, je vis pour cette musique justement un peu solaire, dansante.
où justement tu as envie d'être soit dans une voiture sur la côte ouest ou sur une plage ou juste en train de danser, de rigoler, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On est ravis d'ouvrir avec ce morceau qui est magnifique, Singer. Et donc vous pouvez retrouver Victor Mécanique à la fois sur les réseaux sociaux et bientôt, j'espère, dans une salle de concert. Et moi aussi. Merci beaucoup. Bonjour Fabienne. Salut Mathieu. Merci de participer avec nous à ces nouvelles rencontres de cinéma. Avec plaisir. Donc tu es là pour représenter le Lab Femmes de Cinéma. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu du Lab ? Oui, carrément. Le Lab, c'est un think tank qui travaille sur la place des réalisatrices en Europe. C'est une émanation en fait du Festival des Arcs. En fait, en organisant le Festival des Arcs, on s'est rendu compte qu'on avait très peu de réalisatrices dans notre compétition, notamment, enfin dans nos différentes sélections, mais en particulier en compétition. Du coup, on a essayé de creuser, on a lancé une étude. On dit toujours qu'il faut compter pour les femmes pour que les femmes comptent. Ce qui ressort de cette étude, c'est qu'en moyenne européenne, toujours, on est à peu près à 20% de femmes réalisatrices seulement. Tu te rends compte, c'est 1 sur 5, quoi. C'est dingue. Donc on fait ça, on fait des ateliers avec des gens de toute la chaîne du cinéma pour essayer de trouver des idées, pour sensibiliser aussi les gens. Et puis on organise avec vous ces masterclass qu'on adore, on trouve que c'est hyper important. Et surtout, on pense que c'est hyper important parce que, en fait, c'est important de montrer, de donner à voir des rôles modèles au féminin. Parce que c'est précisément ces rôles modèles qui vont permettre à des petites filles de se dire mais en fait moi c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être en fait. Et on voit si peu de femmes réalisatrices que en fait ça coupe un peu la projection. Rôle modèle femme de cinéma, aujourd'hui on va recevoir et interroger Alice Winocourt. Alice Winocourt, c'est un rôle modèle au féminin par excellence. Alice a commencé à étudier à la FEMIS. Elle a commencé comme scénariste et elle continue d'ailleurs à écrire pour d'autres. Je pense notamment au scénario qu'elle a fait, auquel elle a contribué pour Mustang, qui est un film qui donne du coup une image des femmes en Turquie, qui est assez incroyable. Ce portrait de 5 sœurs qui sont confrontées au viol, c'est une histoire de sororité, c'est une histoire d'appropriation de son corps, de privation de liberté aussi. Je pense aussi évidemment à Mignonne de Maïmouna Doucouré. Elle a contribué au scénario aussi. Et ça aussi, c'est un film qui est hyper puissant en termes de problématiques liées aux femmes. C'est avec les questions d'hypersexualisation, de polygamie, encore une fois de liberté des petites filles qui deviennent des femmes. Donc c'est un film très puissant aussi. Et puis après, évidemment, Alice Winocourt, c'est une réalisatrice, elle en est à son 3e, qui a créé, qui a fait des films assez incroyables. En fait, on dit toujours qu'en fonction de qui est derrière la caméra, on va raconter des histoires différentes. Et là, pour le coup, c'est pas un hasard parce que c'est une femme qui est derrière la caméra que Augustine, incroyable portrait de cette patiente qui en fait avait des crises d'hystérie en fait. Donc le rapport au corps, le rapport à cette maladie qui en plus est une maladie dont le nom est devenu, tu sais, hystérisation. C'est un nom qui irrite énormément les féministes parce que, tu sais, étymologiquement, ça vient d'utérus. Donc on pourrait penser que l'hystérie serait une maladie propre aux femmes et caractérisée par leurs problèmes hormonaux, quoi, en gros. Donc ça, c'est un des films incroyables qu'Alice a réalisé. Maryland aussi, où là, on a beaucoup dit sur ce film que c'était un film dans lequel, justement, on pouvait voir le female gaze. Tu sais, l'équivalent du male gaze, mais justement où on se positionne du point de vue, en fait, du personnage féminin. En fait, tout le film est vu au travers du regard du personnage féminin. Et puis Proxima, ça aussi, c'est un film qui est incroyable du point de vue du sujet du féminin. C'est quand même l'histoire de cette femme astronaute qui est mère. On en parle peu, en fait, des difficultés des femmes qui mènent tambour battant des carrières pas possibles et qui, par ailleurs, sont mères et doivent concilier tout leur rôle, quoi. Donc c'est pas un hasard, encore une fois, que ce soit une femme qui ait fait des films comme ça. Bon, et puis Alice Winocourt, elle est doucement mais sûrement quand même en train de prendre une place vraiment majeure dans la cinématographie française. Et franchement, c'est hyper réjouissant.
Voilà, c'est parti pour la masterclass. Et belle rencontre et merci beaucoup Fabienne. Merci à toi. Alors, bonjour Alice, Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour cette émission confinée. On est ravis de vous avoir avec nous pour revenir à la fois sur votre parcours et votre œuvre. Donc je laisse Simon poser la première question. Pour commencer par votre parcours, on voudrait parler de vos études. Vous avez fait des études de droit pour devenir avocate et un jour, vous tentez le concours de la FEMIS et vous êtes reçue. Est-ce que vous pouvez me parler de comment ça s'est fait? Oui, non, mais je voulais être avocate. J'ai fait du droit pénal. Après, a posteriori, je me suis dit que c'était sans doute à cause des films que j'avais vus, que je voyais quand j'étais petite, des grandes plaidoiries comme dans Mr. Smith au Sénat, des grands films comme ça d'avocats. Mais en même temps, j'ai toujours regardé beaucoup de films, été un peu passionnée par le cinéma, mais ça ne me semblait pas en fait un métier possible. Et en fait, j'ai un ami qui m'a proposé de passer le concours de la FEMIS et j'ai été un peu... oui, c'était un peu comme un jeu, quoi. Je ne pensais pas vraiment que ça allait être possible ou que ça allait amener à quelque chose vraiment. Finalement, après, rétrospectivement, je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard et que finalement, depuis que j'ai toujours en fait écrit, j'ai toujours... finalement, tous les choix que j'avais faits me menaient à ça, mais inconsciemment, et beaucoup de choses dans ma vie se sont passées de cette manière. Donc vous avez toujours été cinéphile finalement? Oui, en fait, j'étais cinéphile, même sans vraiment le savoir, mais c'est vrai qu'on avait un magnétoscope chez mes parents, et avec mon petit frère, on enregistrait... c'était surtout ma mère, en fait, qui enregistrait des films au ciné-club, tout ça. Et moi, je tenais la vidéothèque, j'avais fait un cahier, il y avait plusieurs cahiers, et j'étais un peu obsédée par ça. Et en plus, c'est vrai qu'elle enregistrait des choses, elle enregistrait des films assez... pas vraiment des films pour les enfants, parce que c'était un peu... Mes parents, ils étaient un peu hippies, ils pensaient que vraiment les enfants devaient regarder... qu'il n'y avait pas spécialement des films pour les enfants, donc en fait, on regardait Fanny Alexandre, des films un peu... ouais, beaucoup de films de Bergman, mais en même temps c'était mélangé avec des films comme Les hommes préfèrent les blondes, des westerns, il y avait un peu de tout. Et surtout, ce qui était très bizarre, c'est que ma mère, elle s'endormait très souvent devant la télé. Et donc, il y avait parfois pas la fin d'un film, ou alors elle se réveillait et elle voyait un film qu'elle trouvait super, donc il n'y avait pas forcément le début. En fait, il y avait des films qui étaient mélangés, comme par exemple, qui se sont associés dans ma mémoire. Comme par exemple, je sais pas moi, Muriel de Resnais, mélangé avec le début d'un western, La Horde sauvage. C'était un peu des associations très bizarres. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a des films, par exemple, j'ai découvert que plus tard, par exemple, L'argent de poche de Truffaut, que j'avais raté les 20 premières minutes. J'avais toujours cru que ça commençait à un moment où le petit garçon, il tombe par la fenêtre quand il dit Grégory, il a fait boum, alors qu'effectivement, avant, il y a à peu près 20 minutes que j'avais jamais vu, que j'ai redécouvert. Donc, mais en même temps, je la remercie en même temps pour ça, parce que c'est vrai qu'elle nous a donné, elle nous a vraiment fait découvrir beaucoup de choses, quoi. Et après, donc je vous avais dit que je peux continuer en roue libre, mais en fait, après, plus tard, au moment de choisir la langue, ma deuxième langue, que j'allais apprendre à l'école, en fait, il y avait une sorte de pression pour que je fasse de l'allemand. Moi, je voulais faire du russe, parce que en fait, dans ma famille, il y avait beaucoup de gens qui avaient été déportés, etc., pendant la guerre. Donc, j'avais une sorte j'avais vraiment pas envie d'apprendre l'allemand. Et ma mère m'a dit, mais tu dois quand même... l'allemand peut être aussi une très belle langue, c'est pas simplement la langue des nazis. Et du coup, elle m'a, de manière très officielle... emmenée dans un cinéma dans le 6e, dans une petite salle, pour voir une rétrospective de Wim Wenders et pour voir Alice dans les villes. Et c'est vrai que déjà, je crois que j'avais jamais été au cinéma toute seule avec ma mère, et il y avait quelque chose de très cérémonieux, quoi, d'aller comme ça avec elle, et en plus, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre le fait que je devais avoir plus ou moins l'âge de la petite fille d'Alice dans les villes, et qu'elle portait mon nom, plus ce moment très particulier avec ma mère, ça a été... pour moi, ça a été un film assez fondateur, quoi. Et ça m'a... Oui, en fait, effectivement, d'entendre ce bel allemand.
Ce qui vous a donc poussé initialement vers le cinéma, c'est l'envie d'écrire. Et ce sont finalement les productrices qui vous ont proposé de faire Kitchen, qui vous ont poussé à la réalisation. Oui, parce qu'en fait, j'avais toujours beaucoup écrit. Là, c'était carrément depuis la maternelle où j'écrivais beaucoup des histoires qui étaient en fait toujours un peu exotiques parce que j'avais un dessous de main avec la carte du monde et du coup, je choisissais des pays et j'écrivais des histoires. Il y avait toujours des Iraniens, des Russes et j'avais une sorte de petit délire personnel sur les princesses russes. Et donc, du coup, c'était toujours des sortes d'histoires de princesses russes à qui là, il y avait des trucs vraiment très bizarres. Mais, parce qu'en fait, mon nom, Vinokour, c'est un nom russe. Ça veut dire bouilleur de cru, russe ukrainien. Bouilleur de cru? Oui, bouilleur de cru. Qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui font le vin et l'alcool, en fait. Des bouilleurs de cru, d'accord. Et mais ma famille est venue justement de Russie. Enfin, ils se sont réfugiés en France. Et du coup, voilà, tout cet imaginaire un peu de la Russie. Et donc, j'écrivais beaucoup autour de ça. Et après, oui, aussi d'autres pays. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu venue au cinéma par l'écriture. Parce que, oui, ça m'était plus naturel. Enfin, j'avais toujours écrit des histoires. Et même, on les avait... mon père les avait... fait écrire à taper à la machine. Bon, bref. Vous arrivez de les relire? Ouais, je les ai gardés. Donc voilà, en fait, j'ai commencé par le scénario et ensuite en sortant, en fait, à la Fémis, j'ai eu des expériences aussi de réalisation avec Kamen Kalev, un réalisateur bulgare. Et on a fait des films ensemble qu'on a coécrits, parfois même co-réalisés. On a fait tous nos films, en fait, parce qu'on pouvait faire des films hors cursus. Donc, on a fait 3-4 films en Bulgarie. Des films, je crois, un peu d'art brut, je pense. Une sorte de road movie en sidecar. On a tourné aussi dans des usines désaffectées, dans des îles désaffectées aussi. D'ailleurs, après Kamen, il a fait un film inspiré de ça plus tard. Living Together. Et donc j'avais déjà eu ces expériences, mais encore une fois, c'était plutôt un jeu d'été. Et après, c'est en sortant de l'école où Émilie Tisney et Isabelle Madeleine, et Émilie, en fait, c'était une de mes amies d'enfance avec qui on faisait des spectacles pendant nos mères étaient amies et on faisait des sortes de spectacles pendant les dîners. Voilà, donc en fait, il y avait toujours eu aussi ce côté jeu avec elle, un peu de l'enfance, quoi. Et elle m'a dit, mais elle m'a proposé, comme elle était associée avec Isabelle, de faire un premier court-métrage, et c'était Kitchen. Mon premier film, Augustine, c'était mon TFE, mon travail de fin d'études. D'accord. Au départ, je l'avais écrit aussi pour un autre metteur en scène, parce que au début, j'avais cette idée un peu plus anglo-saxonne qui était celle d'écrire des histoires et de les vendre à des réalisateurs. Donc une tradition un peu éloignée de celle de la nouvelle vague et de l'idée de l'auteur-réalisateur ou l'idée qu'on doit rencontrer des réalisateurs avec qui on partage. Voilà, c'est vrai que moi, à la Fémis, j'ai vraiment surtout travaillé avec Kamen. Mais sinon, je n'ai pas trouvé de réalisateur vraiment pour qui écrire, dont je me sentais proche. Du coup, j'ai écrit ce film Augustine et comme je n'ai pas trouvé de réalisateur pour le faire, j'ai décidé de le faire moi-même. Mais qu'est-ce qui vous ancrait dans cette idée un peu anglo-saxonne de l'écriture? Puisque vous nous parliez de références initiales, certes il y a Capra, mais on a entendu Truffaut, Wenders, votre cinéphilie était déjà pourtant... C'était un peu hétéroclite. Après, il y a vraiment beaucoup... le cinéaste qui a été vraiment... Les deux cinéastes qui ont été les plus formateurs ou les plus grandes références, c'est évidemment Hitchcock et le film même Psychose et Les Oiseaux. C'était vraiment pour moi une sorte de matrice aussi parce que j'ai vraiment vu ce film, je sais pas, de manière obsessionnelle avec mon petit frère plusieurs fois par jour. Même nos jeux tournaient autour de ce film. Donc, voilà. Et puis il y a aussi Cronenberg. C'était plus dans l'adolescence, mais ça a été aussi des films vraiment très importants pour moi. Aussi parce que tout ce cinéma du corps, tout ça, c'était quelque chose qui était très apaisant pour moi, qui était
très torturée par rapport à ça. Et du coup, il y avait un côté à la fois exutoire et en même temps où ça me parlait intimement. J'avais l'impression vraiment de reconnaître des choses que j'avais même pas vraiment à me formuler moi-même. Donc oui, ça a été quelque chose de très très important. Et c'était quoi déjà la question? Pourquoi cette écriture anglo-saxonne alors que oui, anglo-saxonne. Déjà... Et bah voilà, après ma famille, dans ma famille, il y a beaucoup de liens avec l'Angleterre, aussi les États-Unis, parce que j'ai ma grand-mère qui a vécu pendant très longtemps là-bas. Et en fait, ma famille a toujours été aussi entre plusieurs pays. Et après, j'ai toujours vécu en France et je me sens vraiment totalement française. Et dans mon identité de cinéaste, je me sens totalement française. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai toujours eu un rapport particulier avec le cinéma anglo-saxon, mais parce que ça me parlait intimement, voilà, ce cinéma de Cronenberg, ou alors des cinéastes européens comme Wim Wenders, mais qui eux-mêmes finalement aussi ont travaillé aussi avec beaucoup d'acteurs en fait étrangers, ou en fait. Mais je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, au moment où en fait la culture est tellement, en fait, je sais pas comment dire, il y a une sorte de circulation des images, enfin, où j'ai l'impression qu'en France, on est autant nourri de cinéma asiatique que de cinéma américain, que de cinéma russe. Enfin, il y a une sorte de globalisation comme ça de la culture. Et du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti vraiment, même enfant, enfin, qui m'a construite, quoi. Donc, en fait, finalement, ça m'est plus naturel. Et après, il y a quelque chose qui est que je suis assez pudique. En tout cas, je ne pourrais pas avoir un rapport autobiographique, même si aussi les films de la Nouvelle Vague sont aussi très importants dans mon histoire. C'est vrai que j'ai souvent besoin de me projeter dans un monde lointain, où, en tout cas, oui, comme quand j'étais petite, où je rêvais des histoires qui se passaient dans d'autres pays. Même si c'était des choses très intimes, le fait que ça se passe ailleurs ou avec des gens étrangers, c'est une sorte de manière pour moi, enfin c'est ce qui m'est le plus naturel en tout cas pour inventer ou en fait oui, pour me projeter. Et du coup, vos films sont presque des prétextes à faire des nouvelles rencontres. Je pense par exemple aux patients en psychiatrie dans Augustine, des photographes de guerre dans Maryland et des cosmonautes dans Proxima. Donc est-ce que le cinéma, pour vous, est un moyen de mettre les pieds en zone interdite ou même en zone inédite? Non, mais c'est drôle parce que je me suis rappelé il n'y a pas longtemps que pour le concours d'entrée de la FEMIS, en fait, on doit faire un dossier sur un thème. Et en fait, moi, le thème, c'était la chute, l'année où j'ai passé le concours. Et j'avais fait quelque chose sur quelqu'un qui faisait du parapente, donc qui sautait dans le vide, et qui avait le sida. Et donc, c'était le parallèle entre sa chute dans la maladie et la chute dans les airs. Mais bon, en tout cas, ce qui est drôle avec cette histoire, c'est qu'en fait, moi-même, qui suis vraiment très, très, très peureuse, en fait, j'ai sauté dans le vide avec lui, dans le sens où j'ai vraiment fait du parapente, enfin, pas toute seule, mais derrière lui. Et donc, on a descendu une falaise et on a mis vraiment le pied dans le vide, quoi. Et en fait, j'avais pas du tout peur parce que j'avais une caméra, des appareils photo, je prenais mes pieds dans le vide. Et finalement, le fait d'être dans cette action de filmer ou de faire quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui me protégeait. Et finalement, c'est quelque chose que je retrouve un peu dans tous les films. C'est que, en fait, mes peurs s'éteignent immédiatement. Enfin, je n'ai aucune limite. Ça me désinhibe totalement, en fait, d'être sur un plateau ou dans une histoire. Enfin, je vois même pas la complexité en fait, mais je pense que c'est une forme de folie, quoi, parce qu'après, évidemment, quand il faut vraiment rentrer dans le concret, évidemment, comme par exemple Proxima, ou quand il y a 4 pays, ou qu'il faut aller dans une agence spatiale qui est totalement un centre militaire totalement fermé, évidemment, il y a des contraintes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me protège, en fait, quand j'ai l'impression d'être dans une histoire. Mais bon, après, c'est pas n'importe quelle histoire. Peut-être que de l'extérieur, ça peut donner l'idée que c'est à chaque fois n'importe quoi, genre dans des mondes totalement
Mais en fait, moi, je vois vraiment comment dire, non seulement une parenté, une fraternité, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais pour moi, c'est un peu toujours le même personnage, ou en tout cas, c'est toujours des histoires qui sont très intimes, presque comme une photo de moi au moment où je l'ai fait, ou en tout cas, je pourrais pas raconter une histoire qui m'est pas totalement intime, quoi. C'est ça qui est paradoxal, peut-être, en fait. C'est intéressant, c'est dans Proxima, on parle russe, allemand, français et anglais. Ouais. Comme vous, plus ou moins, vous avez des notions Non, moi, en fait, justement, c'est ça qui est un peu honteux, c'est que le russe, du coup, malgré le film Alice dans les villes, tout ça, j'ai quand même choisi le russe. Et en fait, je parle très mal, même sur le plateau. Enfin, en Russie, j'essayais de parler aux acteurs en russe et ils me répondaient toujours en anglais. Enfin, voilà, c'était un peu... Mais par contre, c'est quand même une culture et à la fois un cinéma, mais dans la littérature, dans l'art, je me suis toujours sentie très proche, en fait, de cette culture. Et là, d'ailleurs, même, j'avais pensé que si je ratais la FEMIS, je ferais le VGIC, l'école à Moscou. Je m'étais inscrite dans cette école. Et voilà, le destin en a voulu autrement. Mais voilà, non, c'est sûr que oui, pour moi, les thèmes sur lesquels je travaille sont quand même toujours les mêmes. Après, dans le processus, je suis toujours attirée par un monde que je ne connais pas et qui m'attire. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est une image, comme dans Augustine, c'était l'image du tableau de Brouillet de la fille, de la patiente de Charcot, à moitié nue devant cet auditoire d'hommes habillés en costume 3 pièces. En fait, cette image m'a vraiment impressionnée. En fait, je trouvais que c'était une image très très violente, enfin, sous couvert de cet alibi médical, qui avait quelque chose du rapport de homme-femme comme ça très très violent. Et ça, c'est une thématique qui m'intéresse toujours beaucoup, en fait. C'était avant MeToo et tout ce qui s'est passé depuis, mais c'est vrai que le fait, la libération, en fait, des personnages dont je raconte l'histoire, et particulièrement des femmes, c'est quelque chose, finalement, je me rends compte, qui est toujours là, en fait, dans tous mes films. C'est intéressant par rapport au tableau, parce que vous remplacez l'assemblée d'hommes par une assemblée de femmes, surtout, parce que il y a une scène qui ressemble beaucoup au tableau, j'ai fait un petit peu un comparatif. Et c'est vrai qu'on a quand même là, du coup, l'impression qu'il y a très peu d'hommes, mais ils sont très regardés, du coup, et nous, on voit beaucoup plus que ces hommes, ils regardent comme ça. Et le côté malsain de cette scène. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment... En fait, après, donc, je suis tombée sur cette espèce de rapport médical qui disait qu'Augustine s'était enfuie, la patiente vedette de Charcot, qu'elle s'était enfuie de la salpêtrière déguisée en homme. Et donc, moi, je me suis demandé qu'est-ce qui avait pu se passer entre eux, pourquoi elle s'était enfuie, puisqu'en fait, il n'y avait que le rapport médical de tous ces tests, de tous ces examens physiques. Il y avait les mots de ses cauchemars, mais on ne savait pas du tout ce qu'avait été sa relation avec Charcot, donc je l'ai un peu inventé. Mais moi, ce qui m'intéressait, parce que je voulais pas faire un film poussiéreux de reconstitution historique, c'était ma terreur moi, ce qui m'intéressait, c'était cette révolte qui passait par le corps, en fait, et même cette espèce d'ambiguïté sexuelle dans l'idée qu'il mettait en scène ses délires, qu'il la photographiait dans des poses érotiques, tout ça dans cette espèce d'atmosphère médicale. C'était quelque chose, justement, par rapport au cinéma de Cronenberg. C'était quelque chose qui m'inspirait déjà au niveau du cinéma, et après au niveau des thèmes, dans cette idée du langage du corps, quoi, du fait que le corps parle et exprime des choses qu'on peut pas dire ou qu'on peut pas exprimer autrement. Donc effectivement, il y a un motif inhérent à vos films qui est l'incapacité à maîtriser son corps. Ouais. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que vos films leur laissent le temps à vos personnages de se les réapproprier? En tout cas, il y a l'idée d'une libération, quoi. Vraiment, ça fait partie du trajet des personnages à chaque fois, en fait. Aussi avec Mathias Schoenaerts, le personnage qui joue dans Maryland, c'était aussi la même chose. Pareil, j'avais lu des choses sur ces soldats qui rentraient d'Afghanistan, qui avaient des syndromes post-traumatiques, et ça m'avait donné envie de les rencontrer. J'avais rencontré beaucoup de soldats
qu'on avait rencontré d'ailleurs aussi après avec Mathias, comme il était. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inspirait beaucoup, en fait, même tout ce langage avec les tatouages. D'ailleurs, tous les tatouages qu'on voit dans le film de Mathias, c'est des tatouages qu'on a créés avec lui par rapport à des dates, des dessins qui pourraient se rapporter à son histoire personnelle. Et pareil avec Eva Green, le personnage de Proxima, c'était vraiment cette figure de l'astronaute femme que je trouvais intéressante et du coup je suis partie à Cologne sans vraiment savoir pourquoi à l'Agence spatiale européenne. J'ai commencé à rencontrer des gens et voilà, c'est comme ça qu'est né le désir du film. Et pour les convaincre d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est vous avez utilisé l'argument de la représentation, donc là on parlait de la représentation du corps, mais si on déplace ça pour ce film, Proxima, de la représentation de l'espace dans le cinéma. Et l'espace dans le cinéma est surtout américain. Ouais. C'est la NASA qui est représentée. Ouais. Ça a été l'argument pour vous faire entrer dans cette agence spatiale européenne. Non mais c'est-à-dire qu'au début, ils ne comprenaient pas trop ce que je foutais là, parce que j'étais tout le temps un peu dans les parages. Et en fait, au début, ils pensaient que j'étais une journaliste. Et parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont comme ça, qui s'intéressent à un moment à l'espace et qui viennent... Mais moi, comme je suis restée 2 ans, en fait, ils ont eu un peu le temps de... Et puis en plus, voilà, j'avais vraiment une sorte de fascination pour les examens physiques et les entraînements. D'ailleurs, Thomas Pesquet, qui doit partir demain. D'ailleurs, je devais aller à Cap Canaveral voir le décollage et le Covid. Enfin, avec le Covid, il fallait que je fasse une quarantaine, tout ça, c'était un peu compliqué. Mais oui, en fait, j'ai vu toute sa préparation, les examens physiques qu'il y avait... Enfin, c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de montrer dans le film, à quel point en fait, la violence qui était faite au corps, à quel point c'était dur à quel point ça montrait la fragilité du corps humain et de voir cette préparation des astronautes qui est extrêmement violente, quoi, puisque le corps n'est pas du tout fait pour vivre dans l'espace. Mais donc bref, pour en revenir à l'Agence spatiale européenne, j'étais un peu toujours là et puis je leur ai dit qu'il y avait cette idée que de toute façon on ne pouvait faire le film que s'ils étaient nos partenaires, parce qu'on ne pouvait évidemment pas reproduire les lieux d'entraînement et donc il fallait tourner sur place. Et donc ils ont accepté c'est là qu'ils ont accepté ils ont vu en fait le bénéfice qu'il pouvait y avoir pour eux du placement de produits, du bonnet ESA d'Eva Green. Non, enfin voilà, je ne sais pas si c'est vraiment une pub pour l'Agence spatiale européenne, parce qu'on voit que c'est pas non plus... Non, mais en tout cas, c'est vrai que je me disais que le cinéma américain avait vraiment totalement monopolisé la représentation de l'espace, et aussi dans une idée aussi très viriliste, dans l'idée comme du cinéma américain, quoi, quelque chose de très conquérant, où il n'y a pas de place au doute, à la fragilité. Et c'est vraiment l'opposé total de ce que j'ai pu observer dans la réalité de ces entraînements à Cologne, à l'Agence spatiale européenne et à Star City en Russie, de l'Agence spatiale russe. Et donc voilà. Quand on voit que Elon Musk a envoyé 500 satellites dans l'espace, je pense qu'effectivement il est très américain. Donc ça faisait du bien de voir votre film. Et il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est vraiment le premier film qui ait pu intégrer tous ces espaces-là. Ouais, en fait c'était un cadeau et parfois un cadeau empoisonné parce qu'à la fois il y avait quelque chose de très exaltant d'être sur un terrain vierge de cinéma, donc où il n'y a pas de représentation, donc de pouvoir investir cet espace. Et en même temps, c'était extrêmement contraignant en termes de logistique, déjà dans toute la préparation des autorisations par milliers, parce qu'en fait, tous ces centres, c'est des centres complètement, c'est des bases militaires avec des checkpoints, donc en fait, il y avait quelque chose de complètement dément déjà, où on devait intégrer la logistique d'un tournage russe, où c'est des équipes qui sont démentes, où il y a une centaine de personnes, parce que c'est dans la tradition du cinéma russe, c'est comme ça. Je me rappellerai toujours le premier jour où on est arrivé à l'entrée de Star City, il y avait des centaines de roulottes. Moi je me disais mais c'est bizarre qu'ils aient laissé un cirque s'installer à l'entrée d'une base spatiale. Et en fait c'était notre équipe, mon équipe. D'ailleurs j'ai jamais jusqu'à la fin compris exactement
tout ce qui se passait, parce qu'en plus, tous les gens avaient des tokis, habillés en treillis. Vous avez envoyé des bosseurs du goulag. Exactement. Non, mais moi, ça fait partie des choses vraiment exaltantes, en fait. Aussi l'idée de travailler avec des cultures et des histoires de cinéma différentes, du cinéma russe, mais aussi allemand, puisqu'on avait une équipe allemande quand on tournait à Cologne, une équipe russe, et même une équipe kazakh quand on a été au Kazakhstan, au milieu de la steppe. Mais donc voilà, c'était contraignant parce qu'on était accrédité comme à Cannes par l'ESA et par Roscosmos, l'agence spatiale russe, mais donc on était considérés comme des astronautes. Donc on avait un temps de tournage qui était celui d'un entraînement. Mais en fait, souvent on passait énormément de temps dans ces checkpoints, donc on arrivait en retard et c'était un temps de moins, mais qu'on ne pouvait absolument pas rattraper, parce qu'il y avait avant ça, il y avait eu des centaines d'autorisations qui étaient passées par le KGB, je ne sais pas quoi. Et après, jusqu'à ce truc dément du Kazakhstan, où là, carrément, j'avais quelqu'un de l'agence spatiale kazakh et russe, on avait dû donner des mois à l'avance les places de caméra. Et là, il y avait quelqu'un, quand on bougeait la caméra, ne serait-ce que de quelques centimètres, il y avait quelqu'un qui venait nous dire « Non, mais vous avez demandé pour cette place-là, donc vous ne pouvez pas... » Voilà, et puis on était vraiment sur le cosmodrome, c'était très très compliqué. Donc oui, je pense que j'ai aussi payé cher, puisqu'en fait après, il y avait toute la logistique du tournage avec Matt Dillon qui ne comprenait pas pourquoi en fait, il fallait qu'on parte en convoi à la fin de la journée, que c'est pas parce qu'il avait fini ses prises qu'il pouvait partir comme ça, parce qu'on devait tous partir en même temps. Donc c'était vraiment comme ça assez chaotique. Et même pour la lumière, on arrivait, on ne pouvait pas prélighter, rien du tout en fait. Fallait... Et toutes ces contraintes, elles vous ont quand même permis à accéder à quelque chose ou... Bah oui, en fait, ce qui était particulier, c'est que l'image en fait de ces centres, c'est-à-dire que dans la réalité, mais ça c'est quelque chose qu'on rencontre partout, mais là encore plus, c'est que en fait, dans la fiction, il faut être vraisemblable. C'est peut-être la supériorité du documentaire sur la fiction, c'est qu'on n'a pas besoin d'être vraisemblable. Mais là, en fait, il y avait des choses qui étaient tellement un peu dans leur jus des années 70 ou tellement défoncées, délabrées. Donc moi, il y a une sorte de poésie, quelque chose que je trouve très beau justement dans cette steppe. Ces engins spatiaux abandonnés. Mais c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Russes ne voulaient pas parfois que je filme, parce qu'ils ne voulaient pas donner cette image-là. Mais parfois, il y avait des choses qui étaient à la limite du crédible, et du coup, il fallait parfois que je ne pouvais pas filmer ou pas montrer, parce qu'en fait, on n'y croyait pas. C'est vrai, même quand on voit Thomas Pesquet, les images qu'on a de lui arrivant au Kazakhstan de sa dernière mission, on a l'impression qu'il sort d'une boîte de conserve totalement... c'est totalement désuet, mais ce qui est d'ailleurs hyper émouvant par rapport aux voyages spatiaux et de voir à quel point on est justement fragile. Mais en tout cas, en termes de cinéma, on a tellement en tête les images justement fantasmées de la NASA, etc., que parfois c'était dur de matcher avec cet imaginaire, en fait. Tout à l'heure, vous parliez de vos références. Donc, on a entendu Cronenberg et Hitchcock. Cronenberg qu'on retrouve parfaitement dans Augustine, Hitchcock plus dans Maryland. Et Proxima, qui est un film donc, sur l'espace totalement singulier. Il est vrai que quand on le voit, déjà, on se dit qu'on n'a jamais vu un film comme celui-ci. Mais est-ce que vous avez quand même des inspirations de cinéma ? En fait, moi, c'est juste que ce qui m'intéresse toujours aussi dans les histoires, c'est de raconter des histoires qui n'ont pas été racontées, ou qui manquent, ou en tout cas qui ont été racontées peut-être, mais pas du même côté, en fait. Donc c'est vrai que le point de vue féminin est quelque chose, parce que je le connais, qui s'impose un peu à moi, mais en même temps aussi avec par exemple, Maryland, ça m'intéressait de raconter justement un point de vue masculin et voilà, pour que les femmes ne soient pas cantonnées forcément à des récits féminins, en fait. Mais c'est vrai que pour Augustine, par exemple, je m'étais vraiment battue pour imposer l'idée que au niveau de l'écriture du scénario, de raconter l'histoire du point de vue de la malade et pas du point de vue du médecin. Parce qu'en fait, pendant longtemps, on m'a dit cette histoire, on ne va rien comprendre, on ne va pas s'intéresser au point de vue de quelqu'un qui est fou. Alors que je disais, mais oui, mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de raconter du point de vue du faible. Où il y a eu déjà des centaines de films, des milliers de films sur des hommes qui racontent, sur des hommes qui fantasment sur un objet d'étude qui devient un objet de désir. Donc moi, en fait, je voudrais raconter l'histoire du point de vue de l'objet de désir. Et là, pour Proxima, c'était un peu la même chose. C'était aussi de
de raconter l'histoire du point de vue de cette astronaute femme qui était, et mère, qui était, je trouve, un point de vue qui était manquant. Parce que souvent, quand on représente les femmes au cinéma, en fait, en tout cas dans le milieu spatial, si elles sont mères, leur enfant est mort. Donc, je pense que ça embête un peu les scénaristes de raconter ces histoires. Ils doivent trouver ça pas... Alors que dans la réalité, les femmes sont non seulement des missions, mais en plus, elles ont des enfants et ils ne sont pas forcément morts, en fait. Donc, on les voit à la fin, plutôt vivants. En photo. Oui, et donc en fait, même ces images, à la fin, c'est des images que j'ai demandées aux astronautes femmes que j'avais rencontrées. Même d'ailleurs, l'astronaute japonaise, j'ai fait un zoom avec elle pour la sortie au Japon. Et c'était vraiment émouvant, en fait, de rendre hommage à ces femmes qui avaient, oui, jusqu'à présent, pas été représentées du tout au cinéma avec leurs enfants. Et voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'excite de raconter des histoires qui n'ont pas été racontées. Parce que ce qui est vrai dans le film et qui est très bien représenté, c'est que donc il y a cette opposition entre Eva Green et Matt Dillon. Matt Dillon, qui pour ses enfants est un héros, voilà, leur papa va dans l'espace, alors qu'Eva Green est confrontée au dilemme d'abandonner son enfant pour aller dans l'espace. Ouais. Et cette idée de la maternité, c'est vrai et notamment sur ce contexte-là, n'avait jamais été... Après, pour moi, tout ça, c'était une sorte de métaphore poétique aussi pour raconter ce que beaucoup de femmes et d'hommes, d'ailleurs, de familles vivent autour de cette idée de comment concilier leur passion, leur travail et leur vie privée. C'était aussi des choses que moi, j'avais pu vivre avec ma fille, qui a le même âge que la petite fille dans le film. Donc le film, c'était vraiment la rencontre des choses intimes que j'avais pu vivre ou que je connaissais moi, et des témoignages et de tous les gens que j'avais pu rencontrer, en fait, y compris... Oui, après, moi, ce que j'aime aussi dans ce type d'expérience, par exemple, quand j'étais à Baïkonour pour le décollage... à l'époque, Thomas, il n'était pas encore parti. Thomas Pesquet, c'était son pré-vol. Mais j'avais rencontré un astronaute avec qui j'avais commencé à discuter à Baïkonour et comme il avait une super tête, je lui avais demandé s'il voulait jouer dans le film. Et je lui avais proposé un petit rôle, quoi, parce que je trouve ça toujours bien aussi de mélanger les acteurs et des gens réels, surtout dans des métiers comme ça. C'était pareil avec les soldats. Beaucoup d'acteurs sont des vrais soldats ou en tout cas des gens des services de sécurité. Et donc cet astronaute, il m'avait regardé, mais je croyais qu'il allait me tuer. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi. Il m'a vraiment fusillé du regard, quoi, c'est le cas de le dire. Et en fait, c'était le chef de la NASA. Mais moi, je ne m'étais même pas rendu compte. Je lui avais proposé de faire de la figuration dans le film. Il a très très mal vécu. Après, il a dit à Thomas Pesquet, je sais pas, il y a une Française complètement folle qui est venue me parler pour me proposer de jouer dans un film ou je sais pas quoi. Donc en fait, voilà, c'était quelqu'un qui avait justement d'ailleurs fait l'Afghanistan, qui faisait peur à tout le monde. Mais oui, voilà, en fait, j'ai l'impression que le fait de faire un film, on voit un peu tout comme sur un décor ou un plateau, on ne se rend plus vraiment compte des choses. Et vous en avez parlé, le casting de film, est-ce qu'il se fait dans le désir de filmer des acteurs charnels? Parce que quand on pense à Lindon, à Soko, à Schoenaerts, à Dillon, à Green, à chaque fois, c'est des gens où vous voyez d'abord le corps. Ouais, je sais pas. Oui, c'est sans doute. Après, je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas très bien ce qu'ils ont de commun, mais ça doit sans doute être ça. Oui, une sorte aussi une forme peut-être d'animalité ou de. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse en fait, de filmer cette animalité ou des choses qui leur échappent, quoi. Avec Eva Green, c'était aussi assez. Un travail vraiment très, très excitant, quoi, de l'emmener dans un endroit où elle n'avait jamais été, où elle avait toujours été ces personnages un peu gothiques, ou comme un peu dans les films de Burton, voilà, de l'emmener en dehors de sa zone de confort ou dans quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Et c'était aussi assez beau de la voir, elle, comme ça, se mettre en danger aussi, parce que, par exemple, elle-même elle n'est pas mère dans la vie, donc c'était quelque chose qui lui faisait très peur, de ne pas être crédible en tant que mère.
Et moi, c'est ce que je trouvais intéressant de justement, en fait, ces questions qu'elle se posait par rapport à ça, qui ressemblaient aux questions que je pouvais me poser moi-même par rapport à ma maternité, de savoir est-ce qu'on est crédible ou pas. Enfin, je pense que beaucoup de femmes peuvent se poser cette question, de savoir ou d'hommes, quoi, de savoir si on est crédible comme parent. Mais en tout cas, voilà, ces doutes ressemblaient aux doutes du personnage, quoi. Et en même temps, elle avait ce côté astronaute et extrêmement volontaire. Et voilà, je pense que c'est peut-être ça qui m'intéresse, en fait, dans l'idée, mais comme dans le scénario en général, quoi. Le mieux, c'est d'arriver à chercher des personnages complexes qui sont un mélange de force et de faiblesse et aussi que les personnages montrent leur vulnérabilité, quoi. Aussi, Mathias Schoenaerts dans Maryland, il y avait cette image de lui rentrant, faisant sa machine à laver et retournant dans sa chambre d'adolescent. De montrer. Alors après, souvent les gens associent vulnérabilité avec féminité. Je sais pas, en fait, après, avec ces questions de genre, c'est toujours des questions très complexes, mais en tout cas, j'ai l'impression, oui, on a tous une part masculine, une part féminine, et en tout cas, je trouve ça intéressant de montrer, ou même comme le personnage de Maddilon dans Proxima, en fait, qui au début ressemble à une sorte de gros beauf et qui finalement se révèle, un peu du bad guy et qui est finalement ce monde différent de ce qu'il était a priori, quoi. J'aime bien aussi cette espèce de sous-texte, un peu de rapport de séduction aussi qui se crée avec Eva Green. Et voilà. Il y a quelques instants, vous parliez donc de Thomas Pesquet, que vous avez filmé, mis dans votre film, et c'est vrai que ça c'est un motif qui est inhérent à votre filmographie, de distiller du réel dans votre fiction. Dans Augustine, il y avait des vraies patientes, là, face caméra, qui livraient leurs témoignages. Vous parliez des services de force dans Maryland, des astronautes dans Proxima. Ça semble à la fois être une nécessité, mais surtout quelque chose auquel vous tenez particulièrement. Après, moi, je n'ai pas d'envie du tout de documentaire. Et d'ailleurs, en fait, je n'ai pas du tout voulu aller vers quelque chose de documentaire pour Proxima. Après, je pense que certaines personnes ont lu le film comme ça, puisqu'en fait, l'aspect plastique du film ne renvoyait pas à l'imagerie de ces films américains d'espace. Mais en tout cas, pour moi, c'était plutôt l'aspect un peu romanesque et du coup complètement de fiction du film qui m'intéressait. Mais c'est vrai que déjà, c'est quelque chose que je fais à l'écriture, où j'ai toujours besoin, en fait, de savoir ce qui se passe dans la réalité, de faire une sorte d'enquête, que ce soit, où j'ai travaillé pas mal avec des malades qui sortaient d'asile psychiatrique ou des anorexiques ou des filles qui s'automutilaient. J'ai rencontré pas mal qui sont un peu les formes de l'hystérie contemporaine. Ou avec ces soldats des forces spéciales, ou même avec Mathias, on avait passé plusieurs jours avec un d'entre eux qui était vraiment devenu mon interlocuteur privilégié, où il me racontait justement son intimité à travers toujours le personnage du film. Et aussi avec tous ces astronautes, tous ces entraîneurs que j'ai vus pendant 2 ans dans les différentes bases des centres spatiaux. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et après, je constate toujours que la réalité est toujours plus incroyable, et parfois même trop incroyable pour l'histoire, en fait. Même dans Augustine, ces compresseurs ovariens, toutes ces choses, j'aurais jamais pu, en fait, imaginer quelque chose de pareil, en fait. Ou même dans Proxima, il y a le seul, enfin, en tout cas, un moment où on m'a vraiment tout le temps beaucoup reproché, ou en tout cas on m'a toujours dit non mais ce moment-là n'est pas crédible, c'est en fait le moment le plus crédible du film, qui est ce moment où elle s'enfuit de la quarantaine, qui est presque un passage obligé, ou en tout cas beaucoup d'astronautes se sont enfuis de la quarantaine. Ah vraiment ? Ouais, en fait, notamment Annalie Fischer, qui est une astronaute qui était la première mère qui est partie dans l'espace, qui s'est enfuie pour aller pendant Halloween, pour faire trick or treats avec sa fille, enfin pour faire des maisons et demander des bonbons, et elle s'est enfuie de quarantaine.
Mais, et beaucoup d'autres. Mais oui, ça c'est quelque chose avec lequel on doit travailler, en tout cas au scénario. Mais après, je trouve qu'il y a aussi des gestes ou des attitudes, notamment ceux des médecins ou des astronautes, des entraîneurs. En fait, j'ai l'impression que même l'acteur le plus virtuose n'arrivera pas en fait à avoir cette espèce de vérité des gestes ou des attitudes. Et je trouve que c'est toujours intéressant de... Ou pour les soldats, c'est la même chose pour les gens des forces spéciales. Il ne faut pas que Thomas Pesquet fasse un mur là, pour sa quarantaine, parce que s'il amène le Covid dans l'espace... Ouais. Mais d'ailleurs, Matt Dillon, il était exaspéré sur le tournage parce qu'il trouvait que j'étais beaucoup plus sympa avec Thomas Pesquet qu'avec lui, parce qu'en fait, je n'arrêtais pas d'essayer de l'encourager pour lui dire de bien jouer, et il trouvait que j'étais beaucoup trop admirative de sa performance. Oui, parce que c'est quand même pas non plus vraiment le... Enfin, voilà, c'est aussi parfois compliqué d'avoir aussi des gens qui sont pas dans le même monde, quoi, dans le sens où un acteur, tout de suite, on peut le filmer en train de, je sais pas moi, se laver les dents, on est tout de suite dans un film, alors qu'une personne réelle est pas vraiment dans la même image, quoi. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, je trouve, c'est le travail dans vos films. Tous vos acteurs sont au travail, soit que ce soit à l'hôpital, quand ils se préparent pour partir dans l'espace, ou même quand ils les gardent du corps dans Maryland. Est-ce que c'est quelque chose qui est important, ça, pour vous ? Le travail, oui, sans doute. En fait, j'ai beaucoup de mal en fait, à auto-analyser mes films, parce qu'en fait, ce que je trouve tellement puissant dans le cinéma, c'est vraiment justement les forces de l'inconscient, quoi. À la fois en termes d'écriture et après en termes de filmage. Et d'ailleurs, j'en parlais dernièrement, en fait, je trouve que il y a quelque chose de fascinant là-dedans, de penser que c'est quand même une œuvre collective. Donc il y a quand même une équipe entière, des centaines de personnes, et de penser que finalement, à la fin, le film ressemble finalement à l'inconscient d'un réalisateur, quelque chose qui lui a lui-même échappé. Je trouve ça assez magique presque, en fait. Parce que oui, j'ai l'impression que ça met même presque en image des choses qu'on ne sait même pas forcément formuler soi-même. Et du coup, je suis vraiment très nulle dans l'auto-analyse de mes propres films. Enfin, j'entends des choses que les gens peuvent me dire, même sur... oui, que c'est tout le temps des gens qui se plaignent pas ou qui sont dans une souffrance. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai pas trop de vision là-dessus, mais en fait, je sais même pas si j'ai vraiment envie d'en avoir, dans le sens où, pour moi, il y a une forme de nécessité à faire... le film ou l'histoire que je suis en train de raconter. Et en fait, c'est cette nécessité qui me porte, et j'arrive pas vraiment, et même presque, aussi pas vraiment à en parler. Vous parliez des forces de l'inconscient et du fait que vous faisiez beaucoup de recherches pour écrire vos films, aller à la rencontre de beaucoup de personnes. Alors est-ce qu'on pourrait dire que toutes ces recherches que vous faites, c'est dans le but de stimuler cet inconscient ? Après, c'est aussi le plaisir des rencontres, quoi. C'est vrai que quand j'étais au milieu de la steppe au Kazakhstan, et enfin, je me disais oui, mais c'est simplement parce que j'ai écrit un truc dans une histoire que je me retrouve là, à l'autre bout du monde, et du coup, il y a aussi un côté magique par rapport à ça. En fait, moi, je crois que c'est pour moi, en fait, toujours relié à un état de l'enfance, quoi, du jeu et de l'enfance. Et du coup, oui, en ça, il y a quelque chose d'assez magique. Vous avez écrit le rôle dans Maryland pour Matthias Schoenaerts en passant à lui. Est-ce que ça, c'est une nécessité pour vous ? Est-ce que quand vous écrivez quelque chose, vous devez vous imaginer quelqu'un, même s'il ne jouera pas dans votre film ? C'est mal, en tout cas. Franchement, je pense que c'est vraiment pas une bonne chose, dans le sens où je pense que déjà, c'est pas bon pour le scénario, parce que souvent, on remplit justement avec le corps de l'acteur ou sa personnalité, un personnage, alors qu'au lieu de construire le personnage vraiment lui-même en tant que tel, et après, quand on a l'acteur, comme par exemple Matt Dillon, il a fait beaucoup d'impro aussi, amené beaucoup de trucs super au personnage. Mais oui, en fait, je l'ai fait quelques fois. Bon, après, je l'ai fait aussi en pensant à des acteurs qui n'ont où finalement ça a été un autre acteur, et c'était très bien d'ailleurs. Donc oui, je pense que ça fait partie peut-être du processus, mais je pense pas que c'est la meilleure des choses. On parle beaucoup des acteurs avec qui vous travaillez, donc Matt Dillon, Eva Green.
Mathias Chenard, Diane Kruger. Je n'avais pas parlé de Diane, mais c'était aussi super de travailler. Ouais, c'est aussi quelqu'un qui est vraiment impressionnant aussi. Et dans votre premier film, Vincent Lindon Soko, donc des grands acteurs, des acteurs confirmés qui ont déjà une filmographie derrière eux, comment, en tant que jeune réalisatrice, donc pour votre premier film, on va diriger Vincent Lindon, et sur les films d'après, avec des aussi illustres acteurs, quelle méthode vous employez et comment vous les dirigez sur le plateau? Franchement, je ne sais pas trop répondre à cette question. Je veux dire, concrètement, quand vous êtes sur un plateau et que vous vous adressez par exemple à Eva Green, vous allez être plus sur quoi? Sur le corps, le souffle, la scénographie? En fait, ce qui se passe, moi, ce qui peut être parfois assez déroutant, c'est que je ne sais absolument pas mentir. Et on voit en fait sur mon visage toutes mes émotions. Et je suis aussi très cash, donc ça a ses inconvénients, mais ça a aussi ses avantages, dans le sens où... Enfin, je sais pas, je m'imagine... Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup de respect et d'amour pour les comédiens et de voir, en fait, parfois la peur, quoi, vraiment de sentir cette peur, de les sentir vraiment dans le vide, quoi, au moment de la prise, et aussi des acteurs qui se mettent en danger et qui prennent des risques. Donc, oui, c'est vraiment cette espèce de confiance mutuelle, en fait, qui est vraiment forte, quoi. De la même manière que les gens avec qui on écrit, on peut être même presque plus proche d'eux, ou en tout cas les personnes, ou en tout cas ils peuvent connaître des choses de nous que nos amis les plus proches ne connaissent pas, ou ça peut être une forme d'accélérateur d'intimité. Et j'ai l'impression qu'avec les acteurs, c'est un petit peu la même chose, même si c'est aussi un rapport qui est totalement comme ça, dans une bulle, quoi, dans la bulle du tournage ou du moment du film. Et oui, c'est quelque chose enfin, en fait, d'une sorte de confiance mutuelle, quoi, d'arriver à faire une sorte de voyage ensemble. Et ouais, c'est toujours assez intense, quoi, comme rapport. Donc votre direction, elle se place plutôt du côté de la sollicitude. Oui, et bon, après, je sais, et on me dit souvent que je peux être très dure, mais comme je le suis envers moi-même, en fait, aussi dans l'idée d'une exigence. Et je crois que je suis un peu geek aussi par rapport aux détails, et un peu monomaniaque, et aussi un peu extrême, dans le sens où, pour moi, en fait, le film, au moment où je le fais, c'est, en fait, bon, comme tous les réalisateurs, mais quelque chose, en fait, de tellement... En fait, quoi, je suis assez extrême, quoi, je pense. Donc, je pense que ça peut être aussi parfois dur avec les personnes avec qui je travaille, mais en tout cas, c'est aussi cet aspect collectif, comme les astronautes d'ailleurs, qui travaillent tous ensemble. En fait, il y a beaucoup de points communs. C'était assez émouvant quand on faisait le film Proxima. Il y a beaucoup de points communs entre même ces scientifiques, les astrophysiciens, pas seulement les astronautes, mais qui ont, comme par exemple Sylvestre Maurice, là, où ils viennent d'envoyer Persévérance sur Mars. En fait, c'est aussi pareil, un travail qui dure des années, où ils sont tous en train de rêver, de se projeter dans ils ont un but, une mission, et ils travaillent tous ensemble, parce que c'est pareil, dans l'espace, on connaît parfois que les astronautes, mais derrière, comme dans les équipes, il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent pour accomplir ce rêve. Et en fait, l'aspect justement collectif de ce travail est vraiment ultra exaltant, je trouve. Et encore plus aussi quand c'est des gens aussi de pays différents, où tout à coup, en fait, on trouve une langue commune qui est le langage du film, et qui est la langue du cinéma. Mais là, ça l'était vraiment dans Proxima, parce qu'il y avait donc des acteurs russes qui venaient du théâtre russe, des acteurs de cinéma américain, des acteurs de théâtre allemand, enfin Lars Edinger et Sandra. Et en fait, c'était vraiment ouais. Il y avait cette idée de trouver, enfin, de créer un monde cohérent avec ces gens qui venaient tous d'horizons très très différents, et pas seulement au niveau des pays, mais aussi de la manière de jouer, quoi, parce que déjà entre théâtre, cinéma, et même le théâtre russe et le théâtre allemand, c'est pas du tout les mêmes techniques.
Et du coup, il y avait quelque chose de totalement cafouilleux au début et où finalement tout le monde s'accordait progressivement. Et ça, c'était vraiment ultra jouissif comme sensation. Vous aimez vos films ? Ben, en fait, oui, je les aime parce que pour moi, c'est vraiment comme des enfants. Donc, ouais, franchement, je les aime. Après, je pense que c'est vraiment aussi comme un moment... je pense que ce serait intéressant de faire l'expérience de refaire faire son film pour la personne qui veut, ce serait plus difficile. Mais de refaire faire son film à un réalisateur à un autre moment, dans le sens où je pense que c'est aussi... tellement presque une photo de la personne qu'on était aussi à un certain moment, où on est tellement différents. Même presque le mois suivant, ce sera un autre film, en fait, avec d'autres ingrédients, quoi. Et donc oui, je pense que c'est... ouais, c'est des choses en même temps... je regarde pas spécialement en arrière, quoi, mais oui, en tout cas, je sais, c'est un peu comme des enfants. Je sais pas comment ça va sortir avec des bras trop longs ou des jambes trop courtes ou je sais pas quoi. L'hôpital des fantômes de Lars von Trier. Je voulais vous parler de la musique dans vos films parce que c'est quand même un point qui est assez important. Dès le premier, vous travaillez avec Jocelyn Pook qui a fait quand même Eyes Wide Shut. Ensuite, c'est Geza Felstein pour Maryland et Ryoshi Sakamoto pour Proxima. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place que ça a, la musique, dans vos films et même peut-être déjà même avant dans le processus d'écriture ou de création ? Et ben ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour moi parce qu'en fait, le son est vraiment presque plus important pour moi que l'image. Enfin, ça a vraiment une importance énorme. Et d'ailleurs, même quand j'écris, je pense très souvent au son. Et je ne sais pas en fait si ça vient du fait que en fait, je ne vois pas d'un œil, parce que j'ai un grain de beauté dans le champ optique. En fait, je suis complètement aveugle d'un œil depuis ma naissance. Et du coup, donc je dois développer plus l'ouïe, sans doute, comme quand on a un manque quelque part. Mais en fait, c'est pour ça que pour moi, tout ce qui est le montage son, le mixage, c'est une étape hyper importante pour moi et que j'aime vraiment beaucoup. Et ouais, je trouve ça toujours impressionnant de voir à quel point, quand on commence ce travail, les bons que le film fait, en fait, à quel point on peut changer aussi des images. Et aussi, c'est un aspect du cinéma qui m'exalte aussi vraiment, en fait, cette sensualité, en fait, et l'idée d'être dans un rapport physique aussi à l'image et à cette sensualité, ça vient tellement du son, en fait. Que même le design sonore, tout ça, c'est vraiment des choses que... Et ça, j'avais aussi beaucoup travaillé dans Maryland, en fait, où on avait vraiment beaucoup travaillé sur les distorsions de son liées, en fait, à la fragilité des perceptions du personnage, où on était aussi que dans son point de vue auditif, quoi. Et du coup, en fait, j'essaie toujours d'avoir des partis pris un peu radicaux autour de ces questions sonores, quoi. Et la musique, bah oui, en fait, pour commencer par le dernier, Sakamoto, c'était une sorte de relation un peu pré-Covid, puisqu'en fait, on a travaillé des mois ensemble, mais sans jamais se rencontrer. Et en fait, c'était pas pré-Covid, c'était même un peu encore différent, parce qu'on s'est même jamais vus, parce qu'on a fait que s'écrire des lettres et des mails, et s'envoyer du coup des sons, et c'était... très, comment dire, enrichissant comme expérience, même si c'était très violent, parce qu'en fait, comme c'est quand même une immense star, à la fois de la musique du cinéma, mais aussi de la musique tout court, et c'était une sorte de pop star. En fait, au départ, il avait beaucoup de mal à ce que je ne sois pas totalement en accord tout de suite avec la musique qu'il proposait, et il ne comprenait pas. Et en plus, il y a aussi beaucoup un truc de culture avec le Japon, l'âge qu'il avait, l'âge que j'avais, et du coup, au départ, ça n'a pas trop fonctionné, disons. Donc j'étais toujours en fait dans la fébrilité, parce que je pensais toujours qu'il allait arrêter. Mais par contre, ce qui était vraiment hyper... où j'étais très touchée, c'est que dès le départ, il ne m'a pas considérée comme en tout cas, il s'est vraiment dédié au film, et on peut craindre en fait quand on travaille avec quelqu'un comme ça d'aussi
une sorte de monument pareil qui va prendre des chutes de musique qu'il a fait pour un autre film, ce qui n'était pas du tout le cas. Parce qu'en fait, pour Proxima, la musique, ça a été un peu un casse-tête, parce que justement, comme la musique de l'espace, c'est un peu depuis 2001, Kubrick, ou des choses très majestueuses comme ça, et en même temps, le film, ça racontait justement l'infiniment petit confronté à l'infiniment grand, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'idée d'un film des perceptions terrestres, et en fait, finalement, c'est plus un film sur la vie sur Terre qu'un film sur l'espace, c'est sur le rêve de l'espace. Et j'avais vu un film documentaire qu'on avait fait sur lui, où on montrait qu'il prenait des sons dans les cours d'eau à Fukushima, il enregistrait des bruits de piano qui étaient passés dans des catastrophes. Enfin voilà, il faisait comme l'astronaute russe dans le film qu'on va enregistrer des sons de la Terre. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie de travailler avec lui. Vous parliez du son, et effectivement, c'est quelque chose que je remarque, que j'entends surtout dans vos films, notamment sur l'idée de... Vous me dites si je me trompe, hein, on parle souvent de profondeur de champ à l'image, mais dans Proxima, il y avait aussi beaucoup ça avec le son. Je pense à cette scène où ils sont Eva Green avec sa fille au bord de ce petit étang. On les entend parler au loin, en fait on les entend très mal, et au fur et à mesure qu'elles se rapprochent, on les entend mieux. Dans le mixage, il y a aussi cette idée de la distance qui accentue d'autant plus le sujet même du film, qui est cette distance-là qui se creuse entre les personnages. Ouais. Et dans votre mise en scène, ça c'est quelque chose d'assez singulier, puisqu'elle n'est pas nécessairement utilisée par tous les cinéastes. Ouais, mais en fait c'est ça, et dans Augustine, c'était... Bon, après on m'a souvent aussi demandé pourquoi dans Augustine j'avais filmé tellement serré, mais c'était aussi parce que je n'avais pas beaucoup de décors, donc c'était pas non plus uniquement... mais bon, c'était aussi parce que je trouvais que c'était intéressant de filmer vraiment le corps qui était un peu intemporel, et comme je voulais pas faire un film de reconstitution historique. Mais oui, en fait, de toute façon, les plans, gros plans, plans larges, au niveau du son, c'est quelque chose... C'est pour ça que le mixage, pour moi, c'est quelque chose un moment vraiment très, très important. Mais je pense que vraiment, c'était aussi de travailler cette distorsion du son. C'était aussi vraiment sur Maryland que le travail a été le plus complexe, quoi. En tout cas, parce que là, pour le coup, c'était une autre expérience même de musique avec Geza Feldstein, qui lui, avait jamais fait de musique encore pour le cinéma. Et du coup, c'était presque autre chose. C'est que là, je me suis calée sur sa musique, ou carrément, je l'avais même au tournage. Enfin, lui est venu sur le tournage pendant 3 jours. Il disait qu'il avait l'impression d'être un peu dans un asile psychiatrique, parce que ça faisait déjà, quand il est arrivé, ça faisait déjà 1 mois et demi qu'on était enfermés dans cette maison, dans cette villa près de Cannes, là, qui pleuvait tout le temps dehors, donc on était vraiment tout le temps dans la maison, et il y avait quelque chose de très suffocant avec Mathias qui était un peu passé de l'autre côté pour le rôle. Et donc voilà, il a vraiment composé aussi en s'inspirant de ce qui était aussi très important pour nous, qui étaient les sons de la maison, où l'ingénieur du son restait pour prendre les sons. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de sons seuls très inquiétants de cette maison. Et aussi, Geza Feldstein s'en est aussi inspiré pour créer sa musique, mais sur le tournage. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose que je me suis dit en re-regardant vos films, et où il se situe dans le temps. Parce qu'Augustine sort 1 an après Dangerous Method de Cronenberg. Vous finissez Maryland au moment de Charlie Hebdo. Vous sortez Proxima 2 mois après Ad Astra de James Gray. On pourrait dire que le temps ne joue pas toujours en votre faveur, parce que des obstacles se mettent dans la route de vos films. Comment vous concevez ça, ces éléments parfois antagonistes qui se présentent à vous? Des obstacles Ou si ce n'est pas obstacle, c'est ces choses qui arrivent en même temps que vos films. Je veux dire, tous les cinéastes ne peuvent pas dire qu'à chaque fois qu'ils en sortent un, il y a un événement soit sociétal, soit cinématographique qui vient interagir avec le film. Et non, de toute façon, je pense que les sujets sont un peu dans l'air du temps, en fait. Pourquoi tout à coup, il y a je sais pas combien de films sur, je sais pas moi, Saint-Laurent, enfin, je pense à ça, mais je pense qu'il y a tout à coup parfois des sujets, justement, là, pour le coup, on peut penser à un inconscient collectif, quoi, ouais. Et des histoires qui s'imposent,
Non, mais après, Ad Astra, je pense que oui, il y avait un peu la vision un peu masculine et la vision un peu féminine du... Comme pour Dangerous Method, en soi, ouais. Vous faites l'équilibre, en fait. Bon, bah c'est bien, alors, si je fais l'équilibre. C'est mieux que de faire le déséquilibre. Vous dites par rapport à Augustine que vous filmez des regards d'hommes qui façonnent le corps des femmes tout en pensant rester neutre. On peut faire un petit parallèle peut-être avec l'histoire du cinéma aussi. Oui, bah d'ailleurs c'est ce qui était un peu à la fois aussi exaltant dans ce projet et en même temps compliqué, c'est que c'était une sorte de boîte de Pandore, ce sujet de l'hystérie, où effectivement c'est l'histoire de corps et de regard, donc vraiment l'histoire de l'essence même du cinéma. Et il y avait... moi, c'est aussi quelque chose qui m'a totalement obsédée pendant des années où j'ai écrit le scénario, où je me suis un peu perdue dans tout ce que j'ai pu lire ou tout ce que j'ai pu découvrir, où je suis devenue aussi encore un peu monomaniaque sur ça, sauf que du coup c'était comme un peu sans fin, quoi. Mais c'est ce qui a aussi après nourri le film, et après j'ai dû oublier tout ce que j'avais lu pour le réinventer à travers la fiction. Et après c'était tellement imbriqué que je me rappelais plus ce que j'avais inventé ou ce que j'avais pu lire. Donc ouais, c'était en fait imbriqué comme ça. Mais ouais. Maintenant, une question qu'on pose à tous les cinéastes, acteurs, actrices que l'on reçoit, très simple. Donc, au vu de votre expérience, si un jeune cinéaste, un apprenti cinéaste, vous demandait un conseil, qu'est-ce que vous lui diriez ? Eh ben, en fait, je peux juste redonner ce conseil qui m'a été donné par Dean Tavoulaïs, quelqu'un que j'admire énormément. Qui a une grande importance pour moi, qui est en fait le art director de Coppola. C'est-à-dire qu'il était en charge de tout l'aspect visuel de ses films. Donc c'est pas simplement un décorateur, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui pense l'identité visuelle du film avec le réalisateur. Enfin, c'est un métier qui n'existe pas en France. Et en fait, il a dit que s'il avait un conseil à donner au réalisateur, ce serait d'agir comme des enfants stupides. Et en fait, c'est-à-dire de ne pas accorder non plus aussi vraiment d'importance aux choses, quoi, que si on tombe, il faut se relever, ou de prendre un peu tout ça comme un jeu, quoi. Et c'est vrai qu'un film, c'est quand même toujours vraiment une sorte de roller coaster, quoi. Il y a quand même, que ce soit l'écriture, la production, la préparation, sans cesse des retournements de situation. Ça fait... Et j'ai l'impression qu'il faut pas vraiment trop accorder d'importance à ça, en fait. Enfin, parce que j'ai l'impression que si on vit chaque vague, en fait, c'est pas possible de survivre, quoi, tout simplement. Et oui, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Je crois que c'est Kubrick qui disait que faire un film, c'était écrire Guerre et paix dans une machine à laver, c'est ça ? Ouais. Écrire Guerre et paix dans une machine à laver. Voilà, en fait, c'est cette espèce de tourbillon permanent. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'encore une fois, comme les astronautes, il faut... je sais plus ce que c'est la devise de la NASA, mais c'est... Prepare for the worst and enjoy every part of it. Alors, préparez-vous pour le pire et profitez de chaque instant. Ouais. Et une question aussi que l'on pose au cinéaste, mais si vous l'acceptez, j'aimerais bien que vous y répondiez en regardant l'objectif. Oui. C'est pour vous, qu'est-ce que le hors-champ et qu'est-ce qui s'y cache ? Qu'est-ce que le hors-champ et qu'est-ce qui s'y cache ? Bah, des histoires, forcément. En fait, je pense que dans le hors-champ se cachent plein d'histoires et celles qui n'ont pas été racontées doivent absolument sortir du hors-champ et rentrer dans le champ. Un peu comme l'entraîneuse russe dit à Eva Green quand elle arrive à Star City, où elle lui dit qu'elle espère qu'elle va donner son nom à un cratère de la face de la Lune, mais pas sur la face cachée, mais sur la face visible. Merci beaucoup, Alice. Back in school when I was nothing but a dreamer, I kept writing down the songs of my mind, listening to the Beatles and a Stevie Wonder. I kept singing all the lyrics out loud. Older now, I would love to buy
will just live.